J'ai eu une jeunesse comme tout le monde. Non, la question qu'on me pose souvent, puis c'est vrai parce que je l'ai écrit, j'ai répandu une sorte de rumeur ou j'ai fabulé autour de ça, mais le fait que j'ai décidé d'être anthropologue très jeune. C'est pas une vocation tardive, puis j'ai pas rencontré ça. J'étais pas un adulte, j'étais un adolescent. Donc, adolescent, dans ce qui est aujourd'hui, les gens sont en secondaire 4, sont en secondaire 5. C'était à cette époque. Donc, moi, c'est pas des secondaires, j'étais en belles lettres, j'étais en rhétorique du cours classique. Donc, on parle de 1963, là, à peu près, où je découvre que ça existe, l'anthropologie, qu'une réalité, qu'une activité, qu'un champ de connaissances, qu'un champ de recherche, qu'un mode de vie aussi existe, sont les anthropologues. Je dirais que c'est un hasard, mais c'est pas un hasard. Il y a une prédestination. J'ai déjà une disposition d'esprit adolescent euh, qui indique pour moi que l'anthropologie, ça n'a jamais été une science. C'est une sorte de... Je sais pas ce que c'est. C'est une émotion, c'est un art, c'est une curiosité, c'est un émerveillement. Je sais pas ce que c'est, mais c'est certainement pas une science dure, pure et dure. C'est le prolongement de mon enfance, où je regarde les choses et j'essaie de les faire jouer dans le temps. Si je vois un arbre, je pourrais penser qu'il est d'un autre siècle. Si je vois une pierre, je pourrais penser qu'il est d'un autre millénaire. On est dans un autre millénaire. Donc, je suis passionné par la temporalité tout jeune. C'est assez curieux. Tout jeune, je regarde les paysages, puis je vois 500 ans plus tôt, et puis ça m'amuse. Puis mais je suis un enfant. Je suis un enfant, là. Je suis un enfant. Donc, il n'y a personne qui m'a dit de faire ça. Il n'y a personne qui me dit de faire ça. Et au moment où, donc, j'ai cette sensibilité pour la temporalité, pour l'ancien temps, ou des mondes qui ont existé, qui n'existent plus, ou j'ai lu un seul livre qui, probablement, si je le lisais aujourd'hui, je ne trouverais pas très bon, là, enfin, mais qui était un livre dans les livres de poche. On lisait beaucoup au cours classique, hein? Il y avait des livres de poche, on achetait ça. Il y avait une procure, là, qu'on allait acheter des livres pour pas cher, puis on les lisait. Puis c'était dans tous les champs. C'était la littérature, c'était la fiction, c'était n'importe quoi. Mais il y avait ces petits livres-là qui s'appelaient en français, Les premiers âges de l'homme, d'Ashley Montagu. Euh, j'ai lu ça, c'était sur les hommes préhistoriques. Puis ça a été le coup de foudre. Ça a été, voyons, c'est évident que je vais faire ça. Donc, mais le premier coup de foudre, il était à la fois archéologie, paléontologie, le passé. Donc, la volonté, très certainement la volonté de ne pas être dans mon époque. Si j'avais pu trouver un trou pour tomber dedans, pour faire de l'archéologie, mais de me retrouver 6000 ans derrière, pour ne plus jamais revenir aujourd'hui, j'aurais été bien content. Ce qui est une constante chez moi, parce que 60 ans plus tard, j'ai eu autant le monde dans lequel je vis que quand j'étais petit. J'ai jamais aimé mon monde, finalement. Ce qui indique que je suis devenu un anthropologue. C'est peut-être c'est peut-être ça la raison. Quand j'étais petit, donc. Donc, ça a toujours été ça. Ça a toujours été. J'ai pas eu besoin d'orienteur, j'ai pas eu besoin de personne pour me le dire. C'était ça, c'était ça. Et j'ai eu la chance de devenir ce que je voulais être. Ça, c'est inouï. Je peux bien sacrer contre bien des affaires dans ma vie, contre bien des choses qui me font souffrir, en tout cas qui me ralentissent. Mais je pourrais toujours dire, j'ai fait, sur mon tour de piste sur Terre, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Et ça, c'est une grande satisfaction pour quelqu'un de pouvoir dire ça. J'ai une cohérence du début jusqu'à la fin. C'était ça que je voulais faire. Je suis devenu un anthropologue à partir de ce petit livre-là. Alors, j'ai fini mon cours classique, mais pour moi, quand je m'en allais à l'université, c'était certain, c'était évident, je m'en allais en anthropologie. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que cette époque, ça n'existe pas, l'anthropologie.
au Québec. Alors, c'est assez curieux. J'ai choisir une voie. Choisir une voie qui n'existe pas. Il faut l'inventer, il faut... Mais il y avait vraiment... bon, il y avait des embryons. À l'Université de Montréal, il y avait il y avait l'anthropologie qui commençait. À l'Université Laval, il n'y avait même pas de département d'anthropologie encore. Donc, il y avait deux endroits. J'exclus McGill, là où j'aurais pu... mais comme je dois le souligner, j'étais un mauvais élève. Donc, beaucoup de bonnes dispositions pour l'anthropologie, mais avant d'être rendu à l'anthropologie, il fallait faire sa philosophie, ses sciences. Et j'ai jamais aimé l'école quand j'étais petit, parce que j'aimais pas l'école. J'aimais rien, en fait. Et j'étais un mauvais élève, mais vraiment mauvais élève. Et j'ai raconté ça à plusieurs reprises, que mes relations avec le cours classique ont été plutôt difficiles. J'étais typiquement le mauvais élève au cours classique. J'étudiais pas. Je jouais au football, j'allais à gauche, j'allais à droite. J'avais 1000 choses à faire plutôt que de faire le cours classique conventionnel. Je lisais beaucoup, cependant, mais en délinquant, par moi-même et pour moi-même, en me foutant du reste du monde. Donc, mes notes étaient catastrophiques. Et je dis souvent en farce aujourd'hui, j'ai peut-être été le seul étudiant à avoir été refusé en anthropologie pour cause de médiocrité du dossier. Mais pour moi, c'était tout à fait dans l'ordre des choses, parce que quand j'étais beaucoup plus petit, un enfant, quand on est rentré au cours classique, il faisait passer des tests d'intelligence. Le QI, en fait, c'est le QI. Et puis, on était trois frères, les trois frères Bouchard. On rentrait au cours classique en même temps. Puis on était avec ma mère. Puis ma mère était... c'est quelque chose, là, tu rentres trois fils au cours classique, ça coûte cher. Puis ensuite, c'est quelque chose. Puis les trois fils passent leur examen de quotient intellectuel. Alors, pour une mère, c'est quand même impressionnant de savoir. Tu vas avoir le compte final si tu as eu des enfants tarés ou moins tarés ou doués ou pas. Et puis le frère, puis dans ce temps-là, les gens n'avaient pas beaucoup de sensibilité psychologique ou peu importe. Le frère des écoles chrétiennes d'autorité se présente devant tout le monde. Puis c'est devant tout le monde, il y a plusieurs familles. Là. C'est pas privé. Là. C'est devant... Puis il dit, Madame Bouchard, on a le résultat pour vos trois fils. Tel fils, ça va, on va le prendre. Le plus vieux, Ronald, on le prend. Le second, c'est un petit génie, le second. Mais on a un problème avec le troisième. Le troisième, c'est moi. Il n'a pas le QI pour faire le cours classique. Il dit ça par tout le monde. Si on avait été en 2016, évidemment, il y aurait eu un psychologue post-traumatique pour me suivre pendant 6 mois. Mais là, tout le monde s'en sacrait bien de moi. Puis, on se fout de moi. Fait que ma mère a dit, vous les prenez tous les trois ou aucun. Alors, j'ai été accepté un peu par charité. Puis j'ai eu 8 ans de cauchemars, de mauvaises notes. Et puis je suis sorti de là avec un dossier non présentable à l'université. Donc j'étais donc le seul que je connais là, au monde entier être refusé en anthropologie pour mauvaises notes. J'ai fait une propédeutique en géographie à l'université de Sherbrooke, où on m'a accepté, mais ils acceptaient n'importe qui parce que c'était l'ouverture du département de géographie, puis il y avait besoin d'étudiants. Ils auraient pris n'importe qui. Ils m'ont pris. Et là, je suis devenu très bon. Soudainement, une révélation, une sorte d'ouverture. J'étais à l'université, j'étais passionné de géographie humaine, j'ai eu des notes épouvantables, etc. Et on a découvert soudainement que j'avais une intelligence extraordinaire. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas assez d'intelligence, mais là, je suis devenu très, très bon. Et j'ai réappliqué en anthropologie. Et là, l'Université Laval m'a accepté. Alors, j'ai commencé mon cours à l'Université Laval. Comme ça. J'étais fier comme un coq. Là, j'étais en anthropologie à l'Université Laval et j'ai commencé mon bac, c'est tout. Et c'était un moment euphorique parce que là, l'anthropologie vient au monde au Québec.
Au Québec, l'anthropologie vient au monde. L'Université de Montréal a fait des petits, a eu des influences. À Laval, on veut avoir un département d'anthropologie. On était en sociaux à cette époque. Et j'ai assisté à la naissance du département d'anthropologie de l'Université Laval, qui a émergé du département de sociologie. Puis, il a fallu qu'on occupe la place, il a fallu qu'on fasse... On faisait de l'exercice de protestation et de contestation. Et on l'a eu, notre département. Et puis, ben là, il y avait un ancien professeur, des professeurs très impressionnants. Puis, il y a eu une belle équipe à l'époque où j'étais à Laval. Et puis, mes notes étaient très, très bonnes. Soudainement, j'étais devenu un étudiant modèle, passionné. Et j'étais passionné, puis c'est vrai, c'était authentique. Je voulais aller sur le terrain. Tous les grands mythes de l'anthropologie, là, quand j'étais jeune, là, ça existait. Il paraît que c'était très important, l'anthropologie. C'était très important d'aller sur le terrain. Puis c'était très important de faire des bons travaux très scientifiques et très ceci et très cela. Alors, on était très, 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 très sérieux, finalement. Et puis, c'est une époque, pour moi, qui est finalement, qui est une belle époque. Laval avait des champs de recherche. On était dépendants des champs de recherche de nos professeurs. Puis Laval avait des champs de recherche chez les Inuits, au Mexique, en Afrique, puis au Canada français. C'était à peu près ça. Là. Le Canada français sur la Côte-Nord. Une sorte de Canada français isolé, des petits villages de Côte-Nord. Donc, il y avait Marc-Adélard Tremblay, qui était très impressionnant parce qu'il avait écrit des livres, puis Marc-Adélard Tremblay, puis on était dans l'ancien temps, là. Je le revois encore qui arrive dans l'amphithéâtre, là, avec sa cravate, puis tout ça, puis c'était un petit homme, puis là, il parlait, puis c'était des cours magistraux, on aimait ça, moi j'aimais ça, le spectacle, tout ce qui tournait autour. Alors, Marc-Adélard Tremblay avait ses recherches sur la Côte-Nord, il y avait... Bon, sur l'Afrique, il y avait l'Afrique francophone, il y avait des possibilités. Moi, je voulais aller chez les Inuits. Mais en fait, c'est certain que j'avais... Bon, c'est toujours des préétablis. Là. Je savais déjà que je voulais travailler chez les Indiens. Bon. Mais il n'y avait personne qui travaillait là-dessus. Personne à Laval. Donc, le plus proche, c'était les Esquimaux. Alors, je me suis rapproché beaucoup de Bernard Saladin-Anglure. On est au niveau du bac maîtrise. Là. Puis là, je vais aller sur le terrain. Donc, il faut que j'ai un projet de recherche. J'ai failli aller chez les Inuits avec Bernard Saladin-Anglure parce que je m'étais passionné pour le chamanisme. Et puis là, il n'y avait rien de plus important au monde que le chamanisme. Bon, moi, j'en mangeais, je dormais avec ça. Et puis, ça avait beaucoup impressionné Bernard Saladin-Anglure, puis il voulait m'amener dans le Nord. Je ne suis jamais allé, finalement, pour toutes ces circonstances. C'est très, très curieux, parce que plus tard, beaucoup plus tard, j'ai travaillé, on aura l'occasion d'en parler, mais j'étais très près de Bernard Arcan, qui lui aussi on partageait ça, avait failli faire une carrière nordique, puis qui avait avorté parce que son premier terrain dans le Nord, il avait failli mourir noyé. Il était tombé dans l'eau, dans l'océan. Puis c'était un Inuk qui l'avait sauvé en le prenant par les cheveux parce qu'il était en train de se noyer. Là, puis heureusement, Bernard avait des cheveux. Moi, si j'avais été à sa place, je ne m'aurais jamais ressorti. Je serais mort aujourd'hui. Mais il y a toujours eu des mauvaises expériences dans le Nord, Bernard Arcan. Mais ça ne s'est pas trouvé. On n'a pas été dans le Nord, ce qui fait que je me suis retrouvé un peu orphelin à Laval quand je suis arrivé à ma maîtrise. Je n'avais pas de prof, j'avais pas... Alors j'ai fait par moi-même. J'ai décidé de faire de me trouver des partenaires qui étaient à l'extérieur de l'université à ce moment-là. De me trouver des gens, des anthropologues, José Mayotte, Sylvie Vincent. En fait, le laboratoire d'anthropologie de l'Université de Montréal, de Rémi Savard, qui était tout petit, embryonnaire, qui étudiait les mythes montagnais. Mais eux, ils étaient à Montréal.
Puis José, puis Sylvie étaient étudiantes. Je sais pas quel lien ils avaient avec le laboratoire. Mais moi, j'étais à Laval. Alors, je suis vraiment à l'étranger. Mais je me suis orphelin un peu rapproché d'elle. Et puis j'ai décidé que j'irais faire un terrain chez les Indiens, par moi-même. J'ai pas été chanceux dans ma vie scolaire parce que j'avais pas de bourse, puis j'avais pas de programme de recherche. Mais le Centre d'études nordiques m'a donné des grenailles et des poussières pour que je parte sur le terrain un été. C'est ma maîtrise. Je me souviens très bien de cette époque. Je devais partir pour aller au lac Nitchikun, chez les Cris. La bande Nitchikun, chez les Cris. Plein centre nord-Québec, dans la forêt boréale. Et au moment de partir, puis là, il y avait des anthropologues qui m'avaient conseillé, Jerry McNulty m'avait conseillé, des anthropologues anglophones de McGill. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait des anthropologues à McGill qui travaillaient chez les Cris. Puis on m'a dirigé vers le lac Nitchikun, mais là, on m'a averti, tu ne pourras pas aller au lac Nitchikun. La bande n'est plus là. La bande est partie. La bande a quitté pour Mistassini. Donc, j'avais perdu mon groupe de recherche et tout ça, puis j'ai improvisé à la dernière seconde. Je dis, je vais aller à Mingan, chez les Inuits, dans le village de Mingan. Jerry McNulty avait travaillé. J'allais découvrir qu'il y avait toute une tradition d'anthropologues qui avaient travaillé dans les villages, dans les bandes et dans les communautés Inuits écrits, mais tu sais, chez les Inuits, il y avait des Américains qui avaient travaillé. Les Inuits se rappellent de. Quand tu leur parles aujourd'hui, dans mon temps, ils se rappellent de tous les anthropologues qui avaient passé. Là. Il y avait leur collection d'anthropologues. Les gens parlaient, ah ben oui, lui, puis ah ben oui, lui. Puis les Américains, c'était des Américains. Mais là, commençaient les Canadiens, Français, commençaient à arriver. Il y avait eu l'archéologue qui s'appelait René Lévesque, qui avait fait de l'archéologie à Mingan. Il s'était intéressé. Il y avait eu. Puis là, il y avait eu Jerry McNulty, qui avait travaillé sur le plan linguistique. Alors moi, je suis arrivé là-dedans. Je suis arrivé là-dedans, puis là, j'ai découvert un monde, qui est le monde algonquin, qui est le monde des Inuits. J'ai commencé à faire du terrain. J'en ai fait beaucoup, de terrain. Ça, c'était une chose qui m'a distingué dans la communauté anthropologique naissante. Je peux dire que j'étais un ethnographe, d'abord. Donc, c'est beaucoup de temps. Plusieurs séjours de plusieurs mois pendant plusieurs années. Pour une maîtrise, mettons que j'en ai mis beaucoup. Un peu trop. Mais, disons que ma thèse de maîtrise, c'est un gros investissement. Quand je repense aujourd'hui, je regarde ça à distance, je me dis, c'était une maîtrise, quelqu'un aurait pu me calmer puis dire, garde, veux-tu, s'il vous plaît, procéder. Puis, mais non, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de sérieux, beaucoup de passion, dans un domaine qui était passionnant. Là, il faut dire que sur le plan théorique, c'est une époque, curieuse époque où les maladies mentales sont positives. J'étais fou un peu. C'est une maladie mentale positive. Avant d'aller sur le terrain, parce que j'aimais les cultures amérindiennes, puis que je voulais devenir un anthropologue, je peux dire qu'on était avant Internet, là. J'avais tout lu ce qu'on pouvait lire sur les Algonquiens. Et je m'en faisais honneur, puis je pensais que c'était comme ça la vie. Tous les articles en anglais, les coins et recoins en français, j'avais tout lu. Puis ça avait débordé. J'avais été chez les Algonquiens, mais j'avais passé chez les Sioux, C'est à cette époque que j'ai développé une connaissance que je juge aujourd'hui assez curieuse, assez spéciale des Amérindiens, des Premières Nations d'Amérique du Nord, les Indiens d'Amérique du Nord. J'étais fou braque, là. Tu sais, il y en a qui apprennent des choses dans un domaine. Là, j'étais rendu vraiment. J'étais tout seul au monde avec ça. Là, tu sais,
Et ça, c'est pour le bloc ethnographique, ethno-historique. Mais j'avais développé une autre passion qui m'a beaucoup occupé à cette époque-là, c'est de l'anthropologie cognitive, la linguistique, l'ethno-linguistique, des théories de la linguistique, puis des choses comme ça. Noam Chomsky, tout ça, puis là, j'étais là-dedans, puis j'étais là-dedans. Puis c'était très populaire en Californie, à l'époque, dans certaines universités. Et là, je me suis en allé en ethnosémantique, puis c'était ma thèse de maîtrise. Alors, j'ai travaillé sur la classification des animaux, la classification des animaux, la taxonomie, mais là, c'était très difficile sur le plan méthodologique, parce que c'était très rigoureux, puis c'était très, très sérieux. Puis j'avais un appareil de recherche avec des piles et des piles d'illustrations, puis on travaillait quasiment en chambre blanche avec des informateurs, puis c'est quoi, tu sais, c'était très sérieux. Puis finalement, j'ai évolué, puis finalement, j'ai eu une relation beaucoup plus humaine, beaucoup moins objective avec mes informateurs. C'est devenu une sorte de séminaire sur les animaux qu'on a prolongé. Puis comme j'étais beaucoup sur le terrain, mais aussi je me suis fait raconter beaucoup d'histoires par les vieux et les vieilles. Et à cette époque, alors je me suis ramassé avec du matériel, beaucoup de matériel. D'abord, ce matériel qui était l'ethnozoologie Innu. D'un autre côté, j'avais des enregistrements sur des histoires de vie. J'ai donc fait ma thèse j'ai sorti ma thèse en 1973. J'ai commencé à publier en anthropologie mes premiers articles, j'en étais très fier, avec José Maillot sur les classifications Innu. Et éventuellement, j'ai fait paraître une histoire de vie, l'histoire de Mathieu Mustokosho. J'en avais d'autres, mais celle-là, c'était la plus complète. Et c'est Mathieu Mustokosho, chasseur Innu, qui essentiellement raconte le mode d'occupation du territoire, le cycle annuel des nomades, qui donne de l'intérieur la dynamique du nomadisme algonquin dans la forêt boréale. Et puis qui est un livre très touchant à cet égard. Parce qu'il ne censure pas, là, c'était ça. Voici la routine, voici ce qu'on faisait, voici comment on le faisait, puis voici comment on aimait ça. Et puis comment on recommençait. Puis c'est assez... un témoignage un témoignage qui est original, qui a été publié, réédité et connu. Donc, une longue expérience, 5 ans chez les Inuits. Mais là, j'avais une maîtrise. J'avais ma maîtrise en anthropologie. Mais tu fais quoi dans la vie? Là? Tu t'en vas fonctionnaire, tu t'en vas professeur, qu'est-ce que tu fais? Puis le temps avait passé. Je vais faire un doctorat. Mais faire un doctorat, c'est... les gens m'attendaient que je fasse un doctorat sur quelque chose concernant les Amérindiens, puisque j'avais investi... parce que à cette étape, j'avais presque investi 7-8 ans de ma vie sur les cultures amérindiennes. Et c'est là que s'est développé à l'Université Laval. C'est une période... à l'Université Laval, au Québec, pour une période très, très euphorique. Parce que ma thèse de maîtrise sort en 1973, c'est-à-dire je la soumets en 1973. On est en pleine période de la baie James. Et ça, faut mettre les choses en perspective pour les anthropologues de l'époque. La baie James a représenté un coup de pouce pour faire exister la profession, en quelque sorte. Parce que des années 60 à 70, c'est la naissance de la profession dans les universités. Donc, on crie les anthropologues, mais en 1970, il y a déjà une réflexion. À quoi ça va servir? À quoi ça sert? C'est toujours la même chose. À quoi ça sert un anthropologue? On pourrait reposer en 2016, 2017. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi la société investirait là-dedans? Puis pourquoi on paierait un anthropologue? Pourquoi?
Bon, à l'époque, les gens... Puis d'ailleurs, il y avait eu dans le public un débat. Il y avait un monsieur, je me souviens plus qui, mais je crois qu'il s'appelait Filion, mais là, je peux me tromper, qui avait fait une déclaration méprisante à l'effet que la société québécoise de la révolution culturelle avait besoin, de la révolution culturelle, de la révolution tranquille, avait besoin d'ingénieurs, avait besoin de ceci, avait besoin de cela, mais n'avait pas besoin d'anthropologues. Puis de toute façon, il y en avait trop, puis des logs, on se moquait des logs. Déjà, on se moquait des logs à l'époque. En disant, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de travailleurs, on n'a pas besoin de logs. Donc, il n'y avait pas de débouché en 70 pour la première génération, autre qu'être professeur d'université, si tu fais ton doctorat. Donc, c'est l'université qui tourne, qui tourne en rond. Ou professeur, profiter de la révolution scolaire, du rapport parent, puis des cégeps, puis devenir professeur de cégep, puis de faire la bataille pour avoir de l'anthropologie au cégep. Puis là, il faut que tu étrennes les philosophes pour prendre la place des philosophes. Il n'y aura pas de philosophie, il va y avoir l'anthropologie, parce que l'anthropologie, c'est plus important que la philosophie. Bon, l'anthropologie a perdu ce combat-là, c'est les philosophes qui ont gagné, mais peu importe, c'était l'époque. Ou quoi? Rien. Tu fais rien. Mais avec l'abbé James, quand Robert Bourassa annonce le projet, c'est un projet majeur sur le plan social, sur le plan politique, etc., ben là, il a ouvert un immense chantier où on s'est dit, ça existe des études d'impact naturel, mais impact culturel et social, des impacts sociaux, des impacts culturels. Ça existe, il y a des populations qui existent, il y a de l'ethno-histoire, il y a des droits, etc. Et là, l'anthropologie, c'est rentré là-dedans. Autant au Canada anglais, d'ailleurs, parce qu'il y avait le même genre de projets de pipeline, puis de toutes sortes de choses qu'au Québec. Et à l'abbé James, évidemment, il y a eu un vacuum là, qui a aspiré des anthropologues pour faire des recherches en ethno-histoire. Et là, je me suis en allé chez l'Écrit. Après ma maîtrise, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez l'Écrit. Mais déjà, chez l'Écrit, ça va de la recherche commanditée. Là, j'ai goûté, je goûte en 1973 à une recherche. Là, il y a des gens qui demandent, puis qui payent. Alors, le contexte est... Et là, je saisis, déjà, de façon presque animale, je me dis, il y a probablement moyen de gagner sa vie. Bon, c'est une sorte d'illusion, mais quand même, il y a un contexte. Mais je me dis, il y a probablement moyen de gagner sa vie en faisant de la recherche, ce qui est le paradis, ce qui est le fun. Et je me suis retrouvé chez l'Écrit pour faire des recherches assez conventionnelles en ethno-histoire. Ce qui était... Puis comme l'Écrit sont... C'est papier collé miroir avec les Inuits, j'étais en milieu tout à fait familier, je voyais exactement comment ça fonctionnait. Donc on travaillait là en ethno-histoire. Là, j'ai commencé à travailler en ethno-histoire chez l'Écrit. Et pour conclure ce que je suis en train de vous raconter, c'est à cette époque, chez l'Écrit, qu'un jour, je revenais à Montréal, puis je voulais pas prendre l'avion parce que je suis aérophobe et ça a conditionné mes décisions dans ma vie. Même si j'ai volé énormément dans ma vie, comme tout le monde de mon époque. Cette fois-là, ça me tentait pas. On était en plein hiver, puis j'étais à Fort-Georges, dans le vieux Fort-Georges, donc assez loin, à la baie de James. Il y avait un camionneur qui s'en revenait à Montréal. Et j'ai jasé avec lui, puis il m'a dit... si tu as du temps, embarque. Et j'ai embarqué avec lui. Je suis monté dans le camion. Je suis revenu avec lui à Montréal. Puis en arrivant à Montréal, j'ai dit, je fais mon doctorat sur les camionneurs.